Je m'appelle Émilie. J'ai 29 ans, et Noël dernier aurait dû être la première fois que mon fils de 6 mois était accueilli dans le genre de fête de famille dont je n'arrêtais pas de me dire qu'elle existait encore. Au lieu de cela, j'ai regardé mon frère transformer notre dîner de Noël en un spectacle. Et au moment où mon bébé a commencé à pleurer, tout ce que j'avais passé des années à excuser à propos de ma famille a éclaté au grand jour. Nous avions fait toute la route jusqu'à la maison de mes parents à Colorado Springs parce que mon mari venait de rentrer après des mois d'absence. Et je voulais des vacances paisibles, un souvenir normal. Une soirée où personne n'aurait à rivaliser pour attirer l'attention, où mon fils pourrait être tenu, embrassé, choyé et aimé. Mais à la seconde où nous sommes entrés, j'ai su que j'avais fait une erreur. Il y avait des lumières installées dans la salle à manger, des téléphones sur des trépieds, une lampe circulaire près de la cheminée, et cette énergie agitée que mon frère avait toujours quand il pensait être sur le point de capturer quelque chose que les gens en ligne dévoreraient. Mon fils était déjà trop fatigué au moment où le dîner a commencé. Il se frottait les yeux, se tortillait sur son petit siège, émettant ces doux bruits d'avertissement que font les bébés juste avant de s'effondrer complètement. J'ai tendu la main vers lui une fois. On m'a dit d'attendre. J'ai réessayé quand il a commencé à pleurer plus fort. C'est alors que mon frère a attrapé un verre sur la table, a projeté de l'eau froide directement au visage de mon bébé et a ri comme s'il venait de résoudre un problème. Il m'a effectivement regardé et a dit que je surréagissais. Tout le monde s'est figé. Personne n'a bougé. Personne ne lui a dit d'arrêter. Mais mon mari s'est levé si lentement que toute la pièce est devenue silencieuse avant même qu'il ne parle. Et quand il l'a fait, ma sœur est devenue si pâle si vite que cela m'a effrayé plus que les cris. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et pourquoi ce Noël a mis fin à bien plus qu'un simple dîner, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire porte. Mon mari, Marc, n'a pas élevé la voix quand il s'est levé. C'est ce qui a le plus déstabilisé tout le monde. S'il avait crié, ma famille aurait pu appeler cela de la colère. S'il avait juré, ils auraient pu appeler cela un drame. Mais il est resté calme. Assez calme pour marcher droit vers notre fils, le soulever de cette petite chaise haute, le presser contre sa poitrine et vérifier son visage pendant que Liam pleurait en sanglots choqués et brisés contre son épaule. J'étais déjà debout, attrapant des serviettes, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine les tenir. Et Ryan souriait encore comme s'il avait réussi une blague astucieuse. Il a même dit « Détends-toi, Émilie ». C'était de l'eau, pas de l'acide. Puis il a ri de sa propre réplique comme si nous étions tous censés comprendre à quel point il se trouvait drôle. Marc s'est retourné et l'a regardé avec une sorte d'immobilité que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant. Quand il prenait une décision sur laquelle il ne reviendrait pas, il a dit « Tu dois partir tout de suite ». Ryan a cligné des yeux comme s'il pensait avoir mal entendu. Ma mère, Suzanne, a poussé un petit cri de panique et est intervenue avec cette même voix qu'elle utilisait toujours quand elle voulait calmer le jeu sans affronter personne. Elle a dit que Ryan était seulement allé trop loin parce qu'il essayait de garder l'ambiance légère. Mon père, Tom, a fixé son assiette, puis a marmonné que personne n'avait besoin de gâcher Noël pour un seul moment stupide. Un seul moment stupide. Mon bébé était trempé et tremblant, sa petite chemise mouillée, ses cils collés par l'eau, et mon père appelait cela un moment stupide. C'est là que j'ai compris que le silence autour de la table n'était pas du choc. C'était une habitude. Brooke, ma jeune sœur, était devenue complètement pâle. Elle n'arrêtait pas de regarder Ryan, puis moi, puis de nouveau Ryan, comme si elle regardait quelque chose qu'elle craignait depuis longtemps se produire enfin devant des témoins. Ryan a essayé de se reprendre rapidement. Il a dit que le direct était toujours en cours. Il a dit que le public adorait ces moments. Il a dit que les gens en ligne savaient mieux accepter une blague que moi. Marc n'a réagi à rien de tout cela. Il m'a juste tendu le sac à langer et a dit « Émilie, prends la couverture de Liam. Nous partons. » J'aimerais pouvoir dire que j'ai fait un discours en sortant. J'aimerais pouvoir dire que j'ai regardé ma famille dans les yeux et que je leur ai enfin dit exactement ce que je pensais de tous. Mais la vérité, c'est que j'étais trop abasourdie, trop en colère, trop honteuse d'avoir amené mon fils dans cette maison. Alors que nous atteignions la porte d'entrée, Ryan nous a interpellés en disant que je prouvais ce qu'il disait. Que j'avais toujours été trop coincée, trop sensible, trop prompte à me comporter comme une victime. Puis ma mère m'a demandé de ne pas en faire toute une histoire, et quelque chose en moi s'est brisé.
Je me suis retourné et je lui ai demandé à quel point il faudrait que ce soit plus anodin pour qu'elle s'en soucie. Elle n'a pas eu de réponse. Personne n'en a eu. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage, et pour la première fois de la soirée, j'ai pu respirer. Liam avait cessé de pleurer à ce moment-là, mais seulement de cette manière épuisée des bébés quand ils ont pleuré si longtemps qu'ils n'ont plus rien. Mark l'a bouclé dans le siège auto d'une main sûre, puis a pris le volant et nous a ramenés vers Fort Carson en silence. J'ai regardé les lumières de Colorado Springs défiler par la fenêtre et j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à être la fille qui devait absorber les choses, excuser les choses, prendre les choses à la légère. Laisser Ryan être Ryan. Laisser passer le moment. Laisser la famille rester à l'aise. Ryan était le talentueux. Ryan était le charismatique. Ryan était celui que ma mère décrivait comme un artiste né et que mon père décrivait comme impossible à contrôler, comme s'il s'agissait d'un charmant phénomène météorologique plutôt que d'un choix. Au moment où nous sommes arrivés dans notre allée, je savais que le dîner de Noël était terminé. Ce que je ne savais pas encore, c'est que 2 jours plus tard, mon téléphone commencerait à sonner et que les personnes qui auraient dû s'excuser essaieraient de me convaincre que je n'avais pas du tout vu ce que j'avais vu. Le premier appel est venu de ma mère le matin après notre retour à la maison. Sa voix était prudente au début, presque douce, et c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait déjà décidé que c'était à moi de m'adoucir. Elle a demandé comment allait Liam du même ton que les gens utilisent avant de changer de sujet pour parler de ce qui les préoccupe vraiment. Ce qui la préoccupait vraiment, c'était de savoir si j'étais prête à me calmer. Elle m'a dit que Ryan avait à peine dormi parce qu'il se sentait très mal de la façon dont tout avait dégénéré. Pas à propos de ce qu'il avait fait, mais de la façon dont tout avait dégénéré. Elle a prononcé ces mots exacts 2 fois, comme si elle avait besoin que j'entende que la vraie tragédie ici était le désagrément des conséquences. Je lui ai dit que mon fils avait été effrayé, trempé, et avait crié si fort que tout son corps tremblait. Elle a dit, les bébés pleurent. J'ai dit, les bébés ne méritent pas qu'on leur jette de l'eau froide au visage parce qu'un homme adulte perd le contrôle d'un direct. Elle est devenue silencieuse, puis a dit que j'utilisais un langage très théâtral. Un langage théâtral. Je me souviens encore de m'être agrippé au comptoir de la cuisine si fort que mes doigts me faisaient mal, parce que cette phrase résumait mon enfance en 2 mots. Chaque fois que Ryan allait trop loin, chaque fois que je me plaignais, chaque fois que je disais « ce n'est pas drôle ou ce n'est pas bien », mes émotions devenaient en quelque sorte le problème, pas son comportement, ma réaction. Ma mère a poursuivi en disant que devenir mère pour la première fois m'avait rendu plus réactive que d'habitude, et que le fait que Mark soit militaire avait probablement rendu tout encore plus intense sur le moment. Voilà la première tentative de déplacer le sujet. Pas Ryan a jeté de l'eau sur un bébé. Pas pourquoi personne ne l'a arrêté. C'était, peut-être que tu es hormonal et peut-être que ton mari est rigide. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Il était plus doux, mais à certains égards, c'était pire, car il se cachait toujours derrière un semblant de raison. Il a demandé si nous pouvions tous simplement être des adultes. Il a dit que Ryan était embarrassé. Il a dit que les gens dans les commentaires avaient remarqué que le direct s'était arrêté brusquement et que Ryan subissait beaucoup de pression parce qu'il avait des obligations envers ses sponsors. Des obligations envers ses sponsors. J'ai demandé à mon père s'il s'entendait parler. Mon fils avait été traité comme un accessoire et la préoccupation de mon père était qu'un homme dans la trentaine puisse manquer une échéance pour une marque. Mon père a soupiré et a dit, « Émilie, les frères chahutent. » C'était de l'eau. Tu agis comme s'il l'avait frappé. Je me souviens d'être devenu complètement immobile quand il a dit ça, parce que mon esprit a revécu si rapidement le son que Liam a fait après que l'eau l'a frappé. Le silence surpris, l'inspiration stupéfaite, les pleurs qui ont suivi. Peut-être que Ryan ne l'avait pas frappé de sa main, mais il avait absolument utilisé la peur et l'humiliation sur un bébé par mépris. J'ai dit à mon père que s'il croyait vraiment que c'était normal, alors il ne devrait jamais non plus être seul avec mon enfant. Il s'est offusqué de cela, ce qui m'en a dit plus que n'importe quelles excuses n'auraient pu le faire. Ryan a attendu la fin de l'après-midi pour appeler. Il aimait toujours bien choisir son moment. Il aimait surprendre les gens quand ils étaient fatigués, quand ils voulaient la paix assez désespérément pour confondre la manipulation avec la sincérité. Sa voix était chaleureuse et décontractée, comme si nous étions des frères et sœurs en train de surmonter un malentendu. Il a dit que je l'avais fait passer pour un agresseur devant sa propre famille.
Il a dit qu'il essayait de maintenir le rythme du direct parce que les pleurs de Liam avaient complètement détourné l'énergie de la pièce. Il a dit que l'éclaboussure était censée être ludique, comme une réinitialisation rapide. Une réinitialisation. Mon fils avait 6 mois, ce n'était pas un microphone défectueux. Ryan a même dit que si je n'avais pas explosé comme je l'ai fait, personne n'aurait pensé que c'était si grave. C'est à ce moment-là que la froide clarté a finalement commencé à s'installer en moi. Il n'était pas désolé. Il était agacé. Agacé que sa blague ait échoué. Agacé que Marc ait dominé la pièce. Agacé que je n'ai pas rejoint la tradition familiale de prétendre que sa cruauté était du charme. J'ai mis fin à l'appel et je me suis assise sur le sol de la chambre d'enfant pendant que Liam faisait la sieste, rejouant chaque seconde du dîner de Noël dans ma tête. Les lumières, le trépied de la caméra, le sourire de Ryan, l'eau coulant sur le visage de mon fils, la façon dont personne n'a bougé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans un conflit familial. J'ai ouvert un carnet et j'ai tout noté, chaque mot dont je pouvais me souvenir, chaque expression, chaque appel, chaque excuse. Ce soir-là, j'avais 3 pages complètes de notes et un nouveau sentiment que je n'ai pas reconnu au début. Ce n'était plus de la confusion. C'était la reconnaissance d'un schéma. Et une fois que j'ai vu le schéma, je ne pouvais plus l'ignorer. Ma famille n'essayait pas de faire la paix. Ils essayaient de reprendre le contrôle de l'histoire avant que je ne comprenne à quel point ma vie avait été façonnée par le fait de protéger Ryan de la vérité. 2 jours après Noël, Brooke m'a envoyé un texto avec seulement 3 mots. Vérifie la page de Ryan. J'ai d'abord ouvert son TikTok, puis YouTube, et j'ai senti quelque chose de chaud et de lait monter dans ma gorge. Il avait posté une version abrégée du direct avec un titre qui disait « Le défi familial de Noël dérape ». Le clip commençait par des rires, de la musique, un éclairage chaleureux, tous les faux éléments douillets qu'il savait bien arranger. Puis il passait à Liam en train de pleurer, sauf que Ryan avait modifié l'audio pour le faire paraître plus court et moins angoissé. On voyait à peine l'eau. Juste un mouvement rapide, une éclaboussure, puis moi me levant hors champ tandis que le texte de Ryan superposé disait « Certaines personnes ne savent pas accepter une blague ». Les commentaires étaient remplis d'inconnus le défendant. Les mères surprotectrices gâchent tout. Certaines personnes sont trop sensibles pour de vrais moments de plaisir en famille. Le mari militaire a l'air autoritaire. J'ai fixé mon téléphone si longtemps que mon écran s'est assombri. Ryan avait fait ce qu'il faisait toujours. Il avait pris la chose la plus laide qu'il avait faite, avait supprimé le contexte, et s'était transformé en le gars blessé et drôle qui se faisait punir pour sa spontanéité. Marc est rentré de la base ce soir-là et m'a trouvé à table avec mon ordinateur portable ouvert. Des captures d'écran étalées sur l'écran, Liam endormi contre mon épaule. Il ne m'a pas demandé de me calmer. Il ne m'a pas dit de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Il a lu chaque légende, chaque commentaire coupé, chaque réponse où Ryan laissait entendre que j'étais instable depuis la naissance du bébé. Puis il m'a regardé et a dit « Sauvegarde tout ». C'est ce que j'ai fait. J'ai sauvegardé la vidéo, les légendes, les commentaires, les eurodatages, même les tags des sponsors. J'ai aussi parcouru les anciens contenus de Ryan. Et plus je regardais, pire c'était. Il y avait des années de moments familiaux soigneusement emballés qui ne m'avaient jamais semblé réels, mais je n'avais jamais su comment l'expliquer. Il avait bâti tout un public sur l'idée que notre famille était chaotique d'une manière attachante, bruyante, mais loyale, sarcastique, mais proche. En vérité, la plupart d'entre nous le voyaient à peine, sauf s'il y avait une fête, un anniversaire, ou une occasion de filmer. Ils nous identifiaient dans des histoires sur des traditions familiales que nous ne partagions pas réellement. Ils repostaient de vieilles photos pour faire croire que nous passions tous plus de temps ensemble que nous ne l'avions jamais fait. Il a utilisé mon mariage une fois pour une série de contenus sur les relations sans même demander. Il a filmé la réception funéraire de notre grand-mère et l'a transformée en une vidéo sur le fait de chérir chaque moment avec les gens que l'on aime. Je m'étais dit à l'époque qu'il traitait simplement la vie différemment. En y regardant maintenant, je voyais autre chose. Il ne vivait pas la famille. Il la récoltait. Chaque souvenir était une matière première. Chaque moment privé avait une valeur marchande. Chaque personne dans la pièce était soit utile au récit, soit un obstacle. Brooke m'a appelé ce soir-là au lieu d'envoyer un texto, et j'entendais à sa respiration qu'elle retenait quelque chose depuis longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait aidé Ryan à monter quelques vidéos des années plus tôt,
quand elle essayait de travailler en freelance comme photographe. Et elle a dit que la seule chose qu'elle n'avait jamais dite à personne, c'était la fréquence à laquelle il contournait la vérité. Si un enfant pleurait avant que la blague ne fasse effet, il le supprimait. Si un adulte se mettait en colère pour une raison valable, il omettait ce qui l'avait déclenché. Si quelque chose paraissait pire en lecture qu'il ne l'avait imaginé, il le recadrait avec de la musique et des légendes jusqu'à ce qu'il paraisse joueur et que tout le monde ait l'air instable. J'ai demandé à Brooke pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant de répondre. Puis elle m'a dit que c'était parce que personne dans cette maison n'avait jamais voulu toute la vérité si toute la vérité donnait une mauvaise image de Ryan. Elle a dit que notre mère était accro à l'idée qu'un de ses enfants avait réussi quelque chose en ligne. Elle a dit que notre père avait passé tellement de temps à éviter les conflits qu'il traitait le silence comme de la sagesse. Puis Brooke a dit la seule chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit, Emily, tante Linda a peur que cela arrive avec un bébé depuis des années. Cette phrase a tout changé. Jusque-là, j'essayais encore de décider si le dîner de Noël était la pire chose que Ryan ait jamais faite, ou juste la première fois que je l'avais pleinement vu. Mais quand Brooke a dit cela, j'ai su qu'il y avait une histoire que personne ne m'avait jamais confiée, ou peut-être une que je n'avais pas été prête à affronter. J'ai appelé Linda le lendemain matin, et avant même qu'elle ne dise bonjour, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui ressemblait à du soulagement, comme si elle attendait que je pose enfin la bonne question. Tante Linda n'y est pas allée par 4 chemins. Elle n'a pas dit qu'elle pouvait se tromper. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a dit, je regarde ton frère effrayer des enfants pour rire depuis qu'il a 14 ans. Chaque adulte de cette famille s'est dit que c'était inoffensif parce qu'admettre le contraire les aurait obligés à faire quelque chose. Puis elle a commencé à me donner des exemples, des vrais, des spécifiques. Un barbecue du 4 juillet où Ryan a vidé une glacière d'eau glacée sur un cousin de 5 ans parce que le garçon ne voulait pas répéter une phrase pour un sketch. Une fête d'anniversaire où il a enfermé 2 enfants plus jeunes dans une buanderie pendant 5 minutes pour filmer leur réaction quand ils sont sortis en pleurant. Un Thanksgiving où il n'arrêtait pas de pousser de la crème fouettée vers le visage d'un bambin parce qu'il voulait une photo drôle et salissante et s'est mis en colère quand l'enfant a crié au lieu de rire. À chaque fois, quelqu'un trouvait une excuse. Il est immature. Il est créatif. Il ne veut pas faire de mal. Les garçons sont plus turbulents. Les enfants sont résilients. Les phrases changeaient. Le schéma, jamais. Linda m'a dit qu'elle avait essayé 2 fois d'affronter ma mère il y a des années. Les 2 fois, ma mère a pleuré et a dit que Ryan avait juste une personnalité inhabituelle et que les gens étaient toujours trop durs avec lui. Mon père avait pris son chemin habituel et dit que personne ne devrait détruire une famille pour un seul incident. Sauf que ce n'était jamais un seul incident. C'était une série d'incidents que personne ne voulait aligner dans la même pièce. Brooke m'a rappelé plus tard dans la journée et a complété sa partie. Elle a dit qu'elle avait une fois vu des images brutes que Ryan n'avait jamais postées où un petit cousin sanglotait après l'un de ses montages de farce. Et Ryan était furieux, non pas parce que l'enfant était blessé, mais parce que Brooke avait arrêté de filmer trop tôt et avait manqué l'angle le plus drôle. Elle a dit qu'il avait regardé l'enfant comme si les enfants étaient des accessoires avec un mauvais timing. C'est la phrase qu'elle a utilisée, des accessoires avec un mauvais timing. J'ai tout noté. J'ai demandé à Linda si elle accepterait de m'envoyer une déclaration, même juste par courriel, et elle a dit oui immédiatement. Non pas parce qu'elle aimait les conflits, mais parce qu'elle avait atteint l'âge où la culpabilité pesait plus que la loyauté familiale. Elle m'a aussi dit quelque chose d'autre que je n'avais pas compris auparavant. La chaîne de Ryan était en difficulté. Il avait encore des abonnés, mais son engagement avait baissé. Le contenu de défis familiaux ne marchait plus aussi bien qu'avant. Il essayait de pivoter vers du matériel plus intime, plus émotionnel, plus personnel. En d'autres termes, il avait besoin de nous plus que jamais. Il avait besoin du dîner de Noël. Il avait besoin du parfait mari militaire rentré à la maison pour les fêtes. Il avait besoin du bébé. Il avait besoin de la chaleureuse maison de banlieue et des assiettes assorties et de l'illusion d'une famille proche réunie autour d'un premier souvenir de Noël. Liam n'a jamais été mon fils dans l'esprit de Ryan ce soir-là. Il était un problème de production. Une fois que j'ai vu cela, tous les petits détails étranges du dîner se sont mis en place. Pourquoi Ryan devenait si tendu quand Liam commençait à pleurer? Pourquoi il n'arrêtait pas de dire que nous devions laisser le moment respirer pour la caméra?
Pourquoi ma mère avait insisté pour que j'attende avant de prendre Liam? Pourquoi les lumières étaient si soigneusement dirigées? Et pourquoi Brooke avait eu l'air malade quand Mark s'est levé? Elle savait. Elle savait que Ryan avait franchi des limites avec des enfants auparavant, et elle savait que la famille l'avait toujours couvert. Ce qu'elle ne savait pas, c'était si quelqu'un allait enfin l'arrêter en temps réel. Mark l'a fait. C'est pourquoi Brooke est devenue pâle. Pas parce qu'elle était choquée que Ryan l'ait fait, parce qu'elle venait de voir quelqu'un refuser de jouer le vieux rôle de la famille. Au cours des jours suivants, j'ai contacté 2 cousines ayant elles-mêmes des enfants. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas dramatisé. J'ai simplement demandé si Ryan les avait déjà mises mal à l'aise avec leurs enfants. Les réponses sont venues plus vite que prévu. Une cousine a dit qu'elle ne laissait jamais Ryan faire du babysitting, bien qu'elle n'ait jamais avoué pourquoi à voix haute. Une autre a dit que sa fille avait pleuré pendant des heures après un mariage familial parce que Ryan lui avait éclaboussé du soda au visage lors d'une blague à la réception. Et quand elle s'est plainte, notre mère a dit qu'elle encourageait l'hypersensibilité dans la nouvelle génération. À ce moment-là, je ne collectais plus d'histoires. Je découvrais un système. Ryan faisait ce qu'il voulait. Les enfants étaient effrayés. Les adultes minimisaient. On disait aux victimes d'arrêter de dramatiser. Puis la vie continuait jusqu'à ce que la prochaine fête lui offre une nouvelle scène. La partie la plus douloureuse a été de réaliser combien de fois j'avais presque vu clair et m'étais dissuadé de faire confiance à mes propres instincts. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans et de regarder Ryan narguer un petit voisin avec un faux serpent jusqu'à ce que le garçon se fasse pipi dessus. Et d'une manière ou d'une autre, à la fin de la soirée, c'est moi qui m'excusais parce que j'avais rendu les choses gênantes en disant que c'était cruel. Je me suis souvenu de Ryan filmant chez notre grand-mère et me criant dessus quand j'étais entré dans le champ. Je me suis souvenu de ma mère disant, « Ton frère a juste une personnalité plus grande que la tienne. » Je pensais que cela signifiait que j'étais plus petite. Maintenant, je comprenais ce que cela signifiait vraiment. Cela signifiait que l'on s'attendait à ce que je fasse de la place pour ces dégâts. Au moment où j'ai fini d'organiser les déclarations et les captures d'écran, je n'étais plus seulement une femme en colère à propos du dîner de Noël. J'étais une mère face à une histoire de 20 ans d'adultes sacrifiant l'honnêteté pour garder un homme à l'aise. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas porter ce mensonge pour eux. La lettre de l'avocat de Ryan est arrivée par courrier recommandé un jeudi après-midi gris. Et avant même de l'ouvrir, je savais exactement ce que c'était. De la pression en langage formel. De la honte sur du papier cher. La lettre m'accusait de faire de fausses déclarations qui nuisaient aux affaires de Ryan, endommageaient les relations avec les sponsors et interféraient avec les opportunités futures. Elle exigeait que j'arrête de partager des allégations diffamatoires et que je préserve l'intimité familiale. L'intimité familiale. Il s'intéressait soudainement beaucoup à l'intimité maintenant que la vérité coûtait cher. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai tendu à Mark, qui l'a lu une fois et a dit « Il a peur ». C'est le premier moment depuis le dîner de Noël où j'ai souri, parce qu'il avait raison. Les hommes comme Ryan ne recourent aux menaces légales que lorsque le charme cesse de fonctionner, lorsque la culpabilité cesse de fonctionner, lorsque la pression familiale cesse de fonctionner. J'ai appelé une avocate que Linda m'avait recommandée, une femme nommée Janet Morrison, spécialisée en droit de la famille et en cas de harcèlement civil. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais le dîner de Noël, les appels, la vidéo montée, les déclarations des proches et l'historique que Linda m'avait donné. Quand j'ai eu fini, Janet a dit, « La vérité n'est pas de la diffamation, et la vérité documentée est encore meilleure. » Puis elle a posé la question que personne dans ma famille n'avait posée. Elle a dit, « Quel résultat voulez-vous obtenir ? Pas la vengeance, pas la justification. Le résultat. » Je lui ai dit que je voulais que Ryan soit tenu à l'écart de mon fils et que je voulais que les parents de notre famille élargie en sachent assez pour prendre des décisions éclairées concernant leurs propres enfants. Janet a dit que c'était sensé, mesuré et facile à défendre. Alors, nous avons élaboré une réponse. Nous n'avons pas menacé de faire du théâtre. Nous n'avons pas joué à la guerre en ligne. Nous avons envoyé une réponse formelle indiquant que toutes les déclarations que j'avais faites étaient factuelles, communiquées en privé et étayées par des témoignages et des preuves vidéo. Nous avons également averti Ryan qu'il avait utilisé des images de la famille et des événements familiaux dans du contenu monétisé sans consentement, et que s'il intensifiait publiquement, nous étions prêts à aborder cela aussi. Le silence aurait été plus facile pour lui.
Le tribunal aurait été catastrophique. Sur la suggestion de Janet, j'ai préparé un dossier pour les membres de la famille qui avaient de jeunes enfants, juste des faits, une chronologie de l'incident de Noël, une image fixe du direct, un bref résumé de la rediffusion montée de Ryan, des déclarations écrites de Linda et de deux cousines. Je n'ai dit à personne quoi faire. Je n'ai dit à personne de couper les ponts avec lui. Je leur ai simplement donné ce que notre famille s'était refusé pendant des années. Des informations. De vraies informations. La réaction a été immédiate. Une tante a appelé en pleurant parce qu'elle a dit qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise de laisser Ryan seul avec son plus jeune fils et qu'elle pensait être injuste. Une cousine m'a remercié d'avoir dit tout haut ce qu'elle avait ravalé pendant une décennie. Une autre parente m'a accusé d'essayer de détruire la famille et a dit qu'aucune bonne mère ne traînerait un conflit privé dans la boue. Je lui ai demandé si les bonnes mères étaient censées se taire quand quelqu'un traitait un bébé comme un accessoire. Elle n'a pas eu de réponse. Puis les sponsors ont commencé à bouger. Je ne les ai jamais contactés directement. Mais la panique de Ryan a rendu évident que quelque chose avait changé. Une marque a discrètement retiré sa publication de collaboration pour les fêtes. Une autre a suspendu les commentaires sur une vidéo de concours. Brooke m'a dit plus tard que Ryan appelait frénétiquement les gens, prétendant qu'un membre de la famille amère essayait de le saboter avec des histoires exagérées. Mais cette fois, sa stratégie habituelle avait un problème. Trop de gens en savaient déjà trop. Trop de témoins avaient enfin comparé leurs notes. Et surtout, Ryan avait commis l'erreur fatale de laisser une trace numérique de la vérité. La rediffusion montée ne l'a pas aidé. Elle lui a nui, car une fois que les gens ont commencé à demander ce qui avait été coupé, la réponse est devenue impossible à contenir. Ma mère m'a appelé en pleurs un soir et a dit que j'humiliais Ryan alors que tout ce dont il avait besoin était de la grâce. Je lui ai dit que la grâce sans responsabilité n'était qu'un autre mot que notre famille utilisait pour permission. Mon père a essayé une autre tactique et m'a prévenu que je risquais la carrière de Marc en créant un conflit autour d'une famille de militaires. Marc m'a pris le téléphone et a dit « Ma carrière survivra au fait que je protège mon fils ». Il a rendu le téléphone avant que mon père ne puisse répondre. Ce moment est resté avec moi, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il était si net. Aucune confusion. Aucune excuse pour l'évidence. Protéger son enfant n'est pas un scandale. Ce que ma famille faisait depuis des années était un scandale. La chaîne de Ryan ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais je pouvais la sentir basculer. Les commentaires sous les nouvelles vidéos devenaient plus méchants. Il a désactivé les réponses sur une plateforme. Il a posté des légendes vagues sur la trahison, la jalousie, et comment le succès révèle la vraie nature des gens. Cela aurait marché sur moi autrefois, peut-être même 2 ans plus tôt, mais plus maintenant. Parce qu'à ce moment-là, je comprenais le mensonge central de ma famille. Ils ont toujours traité Ryan comme le fragile, alors qu'en réalité, le reste d'entre nous avait été entraîné à nous rendre fragiles autour de lui. Il n'était jamais celui qui pliait. C'était nous. Et maintenant que j'avais arrêté de plier, toute la structure autour de lui commençait à se fissurer. Ryan est venu chez moi juste après la tombée de la nuit un dimanche, le genre de soirée d'hiver où chaque son porte plus loin qu'il ne le devrait. Je l'ai vu par la fenêtre de devant avant qu'il ne frappe, faisant les 100 pas sur le porche dans un manteau qu'il avait clairement enfilé par-dessus des vêtements d'intérieur, son visage déjà rouge de rage. Marc m'a regardé une fois, puis s'est dirigé vers la porte, son téléphone à la main. Il a ouvert, mais n'a pas invité Ryan à entrer. Ryan ne s'est pas embarrassé de salutations. Il s'est lancé directement dans les accusations. Il a dit que j'étais malade. Il a dit que j'avais empoisonné la famille contre lui. Il a dit que je lui faisais perdre des contrats, des réunions, de l'argent, de l'élan. Pas une seule fois il n'a demandé comment allait Liam. Pas une seule fois il n'a dit qu'il regrettait ce qui s'était passé. Il parlait de chiffres, de portée, de sécurité de la marque, d'engagement. Puis il a prononcé la phrase qui a mis fin à toute dernière parcelle d'ambiguïté. Il a dit « As-tu la moindre idée de combien ce direct de Noël aurait pu me rapporter si ton gamin ne l'avait pas gâché ?» Tout mon corps s'est glacé, mais Marc est resté stable. Il a demandé à Ryan de répéter ce qu'il venait de dire. Ryan était trop en colère pour remarquer le piège. Il a continué à parler. Il a dit que l'éclaboussure n'était rien. Il a dit que Liam devait arrêter de crier. Il a dit que chaque famille fait des sacrifices les uns pour les autres. Et que tout ce que j'avais à faire,
c'était de ne pas transformer un petit moment en une campagne. Un petit moment. Un homme adulte debout sur mon porche, furieux. Non pas parce qu'il avait effrayé un bébé, mais parce que le bébé avait endommagé une source de revenus. Marc lui a dit de partir immédiatement et l'a prévenu que s'il revenait à l'improviste, nous considérerions cela comme du harcèlement. Ryan m'a traité de sans cœur. Puis il a regardé par-dessus Marc, droit vers moi, et a dit que j'avais toujours été jalouse parce que je savais que personne ne se souciait de ma petite vie tranquille jusqu'à ce que j'épouse un homme en uniforme et que j'ai un bébé. Voilà. La chose sous-jacente à tout, pas seulement le sentiment de droit, le mépris. Il ne m'avait jamais vu comme une famille de la même manière qu'il se voyait lui-même. J'étais un second rôle, un arrière-plan. Un contraste utile qui le faisait briller davantage. Mais maintenant, j'étais sorti de ce rôle et il me détestait pour ça. Il est parti en criant encore, ses pneus crissant alors qu'il sortait de l'allée. Marc a fermé la porte, a arrêté l'enregistrement et a posé son téléphone sur le comptoir de la cuisine sans dire un mot. Nous savions tous les deux ce que nous avions maintenant. Pas seulement la preuve de la colère, la preuve du mobile. En l'espace de 2 semaines, les conséquences que Ryan avait passé des années à esquiver ont commencé à arriver tout en même temps. Le plus grand sponsor lié à son contenu familial a mis fin à leur relation. Une autre entreprise a suspendu une campagne d'essai qui était en négociation. Sa série de défis de vacances a cessé d'être tendance et son nombre d'abonnés a commencé à dégringoler. Les gens qui le défendaient autrefois ont commencé à se demander pourquoi chaque explication qu'il donnait le faisait paraître pire, pas meilleur. Brooke a coupé le contact après qu'il a essayé de la blâmer pour avoir divulgué de vieilles images. 2 cousines avec de jeunes enfants ont dit à la famille en termes clairs que Ryan ne serait pas autorisé à approcher leurs enfants. Ma mère a tenté une dernière tentative de chantage affectif et a dit que je déchirais la famille. Pour la première fois de ma vie, j'ai répondu sans trembler. Je lui ai dit que la famille n'était pas déchirée par la personne qui disait la vérité. Elle était déchirée par la vérité elle-même. 6 mois plus tard, Liam a fait ses premiers vrais pas dans notre jardin sous la lumière de fin d'après-midi, tandis que Marc et moi étions assis sur la terrasse et le regardions tituber vers nous avec cette détermination de bébé sauvage qui vous fait rire et pleurer en même temps. Il n'y avait pas de caméra, pas de réaction forcée, personne ne lui disant de le refaire pour un meilleur angle. Juste de l'herbe, du soleil, et 2 parents applaudissant comme si le moment était suffisant, exactement tel qu'il était. La chaîne de Ryan existait toujours, mais la version qu'il avait construite sur l'image d'un chaos familial chaleureux avait disparu. Il a posté des clips de voyage pendant un certain temps, puis des absurdités motivationnelles, puis une vidéo d'excuses lourdement montée qui donnait toujours l'impression qu'il était la victime d'un malentendu. Cela n'a pas ramené ce qu'il avait perdu. Certaines personnes de ma famille tournaient encore autour du sujet, mais elles ont cessé de le défendre auprès de moi. Mon père est devenu plus silencieux que jamais. Ma mère a commencé une thérapie avec un pasteur et un conseiller, ce qui était probablement des années trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Brooke et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avions été depuis des années. Non pas parce que tout était magiquement guéri, mais parce qu'au moins maintenant, nous étions dans la même réalité. Quant à moi, j'ai appris quelque chose qui a changé ma façon de comprendre l'amour. L'amour, ce n'est pas demander à la personne vulnérable d'être plus flexible pour que la personne nuisible puisse rester à l'aise. L'amour, c'est la protection. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est être prêt à rendre la pièce gênante, les vacances tendues, les parents en colère, si c'est ce qu'il faut pour assurer la sécurité d'un enfant. La leçon la plus précieuse cachée dans ce désastre de Noël ne concernait pas seulement Ryan. Elle concernait le danger d'appeler un comportement nuisible une blague simplement parce qu'il vient de quelqu'un avec qui vous partagez des liens de sang. Les familles peuvent normaliser presque n'importe quoi si suffisamment de personnes bénéficient de prétendre que c'est inoffensif. C'est pourquoi les limites sont importantes. C'est pourquoi les parents doivent faire confiance à ce pressentiment dans leur tripes quand quelque chose ne va pas. Même si toute la pièce leur dit de sourire et de se rasseoir. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes qui protègent l'image de la famille, ils ont besoin d'adultes qui les protègent. Et s'il y a une quelconque valeur à raconter cette histoire, j'espère que c'est celle-ci. Ne laissez jamais personne vous convaincre que maintenir la paix est plus important que d'assurer la sécurité d'un enfant. Ne laissez jamais le charme effacer la cruauté. Ne laissez jamais l'histoire devenir une excuse. Les personnes qui aiment vraiment votre enfant ne vous demanderont jamais d'ignorer ce que votre instinct sait déjà. Elles se tiendront à vos côtés, pas contre vous.
Elles vous aideront à construire une vraie famille, pas une performance d'une famille. Et si vous avez déjà eu à choisir entre l'harmonie familiale et la sécurité de votre enfant, j'espère que vous choisirez la sécurité à chaque fois. Parce que ce choix peut sembler solitaire sur le moment, mais il peut protéger plus de vies que vous ne le réalisez.